En ce moment, il y a deux sujets hyper importants en France. D'un côté, c'est la réindustrialisation que veut mettre en place le gouvernement et qui, d'après tous les ministres, est un succès. Et puis, de l'autre côté, c'est l'immobilier qui a encore actuellement des soubresauts assez durs. Bref, il y a deux sujets vraiment qui devraient vous mobiliser maintenant que la réforme des retraites est passée et que, a priori, on ne reviendra plus dessus. Alors, pour parler de ces deux sujets, eh bien, j'ai demandé à Philippe Béchade de venir avec moi. Philippe Béchade, il est président du think tank Les Éconoclastes et il est également rédacteur en chef de la lettre des affranchis aux publications Agora. Philippe Béchade, bonjour. Bonsoir. On va donc commencer en parlant de la réindustrialisation parce que c'est vraiment ce dont le gouvernement parle énormément aujourd'hui pour faire oublier la réforme des retraites et pour passer à autre chose, en tout cas sa volonté. Et on a eu donc le président qui est allé annoncer une réindustrialisation verte. Et j'aimerais savoir eh bien, ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un coup gagnant? Est-ce que c'est important? Je donne juste deux chiffres pour que tout le monde se rende compte. En France, l'industrie pèse maintenant moins de 10% du PIB. Si je prends comme comparaison la Suisse, tout le monde croit que ce sont des banques et du chocolat. Eh bien, la Suisse, l'industrie en Suisse, ça représente 25% du PIB. Donc, c'est extrêmement important en Suisse. Et on voit qu'en France, ça diminue depuis de très, très nombreuses années. Et c'est peut-être parce qu'on est passé en dessous des 10% que le gouvernement a décidé de réagir. Et ça fait partie notamment des 4 grands axes qui ont été définis par le gouvernement Borne. En tout cas, c'est l'un des 4 grands axes qui est dans la feuille de route d'Elisabeth Borne. Donc, Philippe Béchade, quel est votre avis sur cette réindustrialisation? Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on est dans le bon sens? Et est-ce que ça a une réalité? Alors, je vais essayer de répondre par une recontextualisation. Oui, on prend conscience effectivement qu'avec 9 et quelques dixièmes du PIB réalisé par l'industrie, on est à peu près au niveau de la Grèce. L'industrie en France, c'était oui, un peu plus de 22%, même au tournant du XXIe siècle. Depuis 2002, et l'admission de la Chine comme nation la plus privilégiée, c'est-à-dire qu'elle rentrait dans l'OMC, on s'est empressé de délocaliser un maximum vers la Chine, notamment les constructeurs et surtout les équipementiers automobiles. Alors, les constructeurs automobiles sont réduits au statut de bureau de recherche et ensuite d'assembleurs de pièces provenant de Chine. En ce qui concerne les batteries électriques, par exemple, aujourd'hui, nous dépendons à 90% de la Chine. Et je rappelle que nous avons choisi d'aller vers les voitures électriques qui circulent de façon non carbonée pour échapper à la dictature et à l'influence que pouvaient exercer sur nous, le chantage que pouvaient exercer les pays pétroliers. Voilà, donc on dépendait de 25-30 fournisseurs potentiels. Aujourd'hui, nous ne dépendons plus que d'un seul, mais c'est pas grave, on va là aller à fond dans cette transition décarbonée. Alors, je voudrais aussi rappeler quelque chose, c'est que depuis décembre 2019, les exportations de la Chine n'ont pas régressé, alors que pourtant on entend partout parler de la démondialisation et qu'on va relocaliser. Eh bien, plus on parle de relocalisation, je ne sais pas par quel prodige ou quel sortilège, la Chine a accru ses exportations de 30% depuis l'immédiate avant Covid. Voilà, ah oui, donc 30% quand même, c'est quand même 30%, c'est un sacré chiffre quand même. Oui. Vous pouvez vérifier. Voilà un chiffre qui va complètement télescoper toute l'ambiance et tout le narratif.
on se démondialise, la Chine, on a compris que, en plus de ça, ils sont trop proches de la Russie et éventuellement complices. Donc, on va les tenir à l'écart, on va se séparer d'eux. Pour l'instant, on dépend complètement d'eux. Pour les batteries, on dépend d'eux pour les panneaux solaires. Alors là, youpi, j'apprends qu'en Lorraine va être créée sur le sol français, donc le sol de Moselle, la plus grande usine de panneaux photovoltaïques d'Europe. Ce n'est pas une entreprise française, mais elle sera quand même sur le territoire national. Cependant, à ma connaissance, 80% des composants des panneaux, ceux qui transforment l'énergie solaire en électricité, tous les composants proviennent de Chine. Voilà. Donc en fait, on nous parle d'une transition et d'une réindustrialisation qui n'est absolument pas possible sans la Chine. Et si jamais on décide de se passer d'eux, à ce moment-là, oui, il va falloir qu'on trouve des fournisseurs pour toutes les matières premières qui nous manquent, et il va falloir qu'on assume de payer ce matériel beaucoup plus cher. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on prévoit un enrichissement de la population européenne au cours des prochaines années pour absorber les éventuels surcoûts d'une autonomisation de notre industrie et surtout une autonomisation par rapport à la Chine? Alors là, voilà, je recontextualise. Dans les années 60, en plein milieu des 30 glorieuses, nous avons une classe moyenne qui s'enrichit. Donc, on va pouvoir éventuellement lui passer des hausses de coûts, on va pouvoir investir, faire de la recherche, ça coûte cher. On va réindustrialiser, on va créer Airbus, le TGV, le Concorde, on se développe dans le nucléaire, les lasers, etc. On fait des recherches très très chères dont on attend un beau retour sur investissement. Et pour financer tout ça en France, nous avons notre pleine autonomie financière. Autrement dit, De Gaulle, Messmer, tous ces gens-là passent un coup de fil à la Banque de France. On a besoin de X milliards pour Airbus, on a besoin de X milliards pour le nucléaire, on a besoin de X milliards, et on s'emprunte de l'argent à nous-mêmes, au prix qui nous convient. On n'a pas donc de souci de se dire combien ça va nous coûter tout ça, parce qu'à un moment, quand on va aller emprunter sur les marchés, il va falloir prévoir aussi qu'on amortisse le coût du financement. Donc, je ne vois aujourd'hui aucune des conditions qui ont prévalu à la réindustrialisation, voire au Big Bang industriel de la France dans les années 60, puisque nous n'avons aucune autonomie en termes de financement. Nous sommes désormais un pays d'énarques et non pas d'ingénieurs. Alors pourquoi je cite les énarques? Je ne dis pas que ces gens-là ne sont pas brillants. Je dis juste que pour l'industrialisation, on s'est appuyé dans les années 60 sur des ingénieurs et pas sur des, excusez-moi le terme, mais bon, quand même sur des administrateurs, voire des technocrates complètement formatés et qui n'ont aucune véritable compétence en termes de gestion d'un projet industriel. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que les conditions financières ne sont pas là. Nous ne sommes pas dans une phase de croissance globale de l'économie avec une classe moyenne qui s'enrichit. Et la classe moyenne, c'est la clé de la croissance d'une économie. On l'a vu aux États-Unis à partir des années 50, on l'a vu en Europe à partir des années 60, on l'a vu avec le Japon dans les années 70, avec une classe moyenne qui s'enrichissait. Et le Big Bang de la Chine, c'est aussi l'enrichissement ou l'émergence de classes moyennes. Ces classes moyennes en Europe, aux États-Unis, sont littéralement laminées. Et les projets industriels des années 60 étaient menés par des ingénieurs avec l'aide d'un gouvernement qui avait, on va dire, une vision long terme. C'est exactement l'exemple que la Chine a très bien su capter. Elle s'est complètement inspirée de ce qu'on faisait en Europe et en France dans les années 60, c'est-à-dire qu'on voit à long terme, on s'appuie sur les ingénieurs, on s'appuie sur l'enrichissement, la montée en puissance de la classe moyenne, et puis éventuellement on s'appuie aussi sur une devise
dont on maîtrise les évolutions pour favoriser également notre compétitivité. Donc, lequel de ces 4 ingrédients sont réunis aujourd'hui pour le succès de la transition énergétique? Mais du coup, pour y arriver, pour réindustrialiser la France, il faudrait commencer par quoi? Parce que donc, vous avez donné les 4 composants qui vous semblent essentiels pour y arriver, mais on fait quoi? Donc, pour réindustrialiser, il faut faire le Brexit, il faut reprendre la Banque de France en main, il faut nommer d'autres personnes au gouvernement, ou du moins des ingénieurs. Parce que l'enrichissement de la classe moyenne, j'ai l'impression que ça vient justement de la réindustrialisation. C'est-à-dire que on a peut-être quelque chose là qui se mord la queue. C'est-à-dire que oui. Parce qu'on industrialise, la classe moyenne s'enrichit. Comme elle s'enrichit, on industrialise davantage, etc. Donc là, sur ce plan-là, on a peut-être un truc. Mais donc pour enclencher ce cercle vertueux, il faut commencer par quoi? Maintenant qu'on a vu ce qu'on n'avait pas, comment on fait en fait pour lancer des choses, pour y arriver? Parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir comme ça une industrie qui s'effondre tout le temps, lentement. Surtout qu'on voit, on a nos voisins, je reprends les Suisses, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'ils ont des travailleurs pauvres qu'ils arrivent à avoir 25% de leur PIB en industrie. Les Suisses, ils sont... le SMIC en Suisse, je crois que c'est 4 800 €. Donc, il n'y a pas de. Chez nous, il ferait partie des riches. Donc, les SMICards en Suisse font partie des riches chez nous, alors qu'on était à peu près au même niveau dans les années 60. Donc, c'est intéressant de voir comment on fait. Il n'y a pas de fatalité. C'est pas parce qu'on est riche que tout d'un coup, on n'a plus d'industrie. C'est ça que je voulais dire en citant l'exemple. Donc, comment on fait pour lancer les choses et pour inverser la tendance de voir notre industrie qui s'effondre toujours plus? Alors, je rebondis sur ton exemple de la Suisse, parce que la Suisse, c'est un pays que je connais bien, j'y ai un petit peu vécu, j'ai vu l'extraordinaire effet de ciseau entre le niveau de vie en Suisse et le niveau en France. Le niveau de vie en France, et c'est vrai qu'en France, notre niveau de vie a commencé à baisser avec notre désindustrialisation des années 80, alors qu'en Suisse, effectivement, industrie, bon salaire et malgré tout compétitivité. Alors qu'on ne vienne pas me dire qu'un salarié français qui touche 2400, 2500 comme agent de maîtrise ou ouvrier hautement spécialisé, vous doublez ça avec les charges sociales. Donc je rappelle quand même qu'une bonne partie, c'est du salaire différé, ce n'est pas que des charges, voilà, parce que ça, c'est le discours ultra-libéral classique. Donc, il y a une partie de salaire direct, une partie de salaire indirect, et puis il y a en plus de ça, effectivement, les charges. On arrive donc en France, pour quelqu'un qui touche 2500 € à la fin du mois, on a un coût de 5000. Un salarié helvétique qui est à 4005, s'il est vraiment au SMIC, dans l'industrie, vous allez plutôt trouver des gens qui sont à plus de 5000 et qui reviennent probablement entre 6008 et 7000. Donc 7000 en Suisse, 5000 en France. Ils sont compétitifs et nous, on ne l'est pas à 5000. J'aimerais qu'on m'explique pourquoi dans l'industrie et pour des biens de technologie comparables, pourquoi on est compétitif en Suisse avec des gens qui coûtent 7000 et pas en France avec des gens qui coûtent 5000. Voilà, c'est juste ça pour les ultralibéraux qui disent qu'il faut absolument baisser le coût du travail, baisser le coût du travail, baisser le coût du travail. Je pense, moi, qu'à un moment... C'est même pas les ultralibéraux, là, c'est le patronat. C'est le patronat qui veut baisser le coût du travail. Moi, je suis très libéral, je suis pas du côté du patronat, je suis du côté du consommateur. Et c'est vrai qu'on a un patronat qui veut absolument toujours baisser le coût du travail, on le comprend, mais c'est pas, enfin voilà, c'est pas la solution. Voilà. Hein, donc le salarié, un salarié bien payé est un consommateur, on va dire actif, voilà. Et plus il gagne bien sa vie, plus on peut lui vendre des produits chers. Donc, je dirais, c'est la spirale vertueuse. Donc maintenant, on va revenir à ta question initiale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors peut-être que je ne vais pas répondre d'un bloc, et donc tu réagiras, hein, bien sûr. Je ne veux pas faire un tunnel. Donc, la première chose, c'est combien ça va coûter. Donc ça, à la limite,
peut-être qu'on peut confier cette tâche aux énarques. Voilà, dites-nous, faites des projections, faites mouiner vos modèles. Je peux vous dire qu'à Bercy, ils ont vraiment déjà, je pense, beaucoup de choses. Ils appuient sur un bouton et ça va leur sortir quelques scénarios, sans oublier M. François Bayrou, n'est-ce pas, avec le comité du plan, enfin bref, qui nous a coûté déjà une fortune. Et pour l'instant, on n'a toujours pas vraiment vu arriver ce grand plan de réindustrialisation. Donc, je fais confiance, voilà, je fais confiance à Bercy, je fais confiance à M. Bayrou. Et on nous dit ça coûte tant, bam, 200 milliards sur 15 ans, 20 ans. C'est à peu près l'échelle. Quand on décide au début des années 60 de se réindustrialiser, on est là sur du 15, du 20 ans et boum, on nous dit ça coûte X milliards. Et alors là, on va aller voir la BCE, on dit voilà, il faut là qu'on investisse. Est-ce qu'on peut lever 200 milliards? Nine. Ouais. Ah bah zut. C'est-à-dire que si la France ne peut pas décider qu'elle met sur la table X milliards pour mener à bien ses projets, on ne démarre pas les projets. Donc ça, c'est une première chose. Donc là, aujourd'hui, la France est écrasée de déficit. Donc on va aller demander de l'argent au moment où on n'a jamais été aussi mal noté, parce que notre notation est la pire qu'on ait depuis 50 ans, et on a les déficits jumeaux les plus importants. Et là, on va réclamer de l'argent. Vous pensez qu'on va l'avoir? C'est ce que j'allais dire, c'est que à la décharge de la BCE ou de nos amis allemands, ça fait tellement longtemps qu'on leur dit non mais nous on va être sérieux, etc. Est-ce qu'on peut emprunter et que derrière, une fois qu'on a emprunté, on les envoie tous se faire voir avec juste le fait qu'on n'est pas du tout sérieux. Bon, au bout d'un moment, effectivement, actuellement en plus, je crois qu'on est vraiment regardé avec des gros yeux à Bruxelles parce qu'on est les bons derniers, quoi. Donc ils commencent à s'agacer de nous voir faire n'importe quoi avec l'argent. Donc c'est clair qu'on va avoir des problèmes, quoi. On n'est pas exempt de reproches. On a fait une erreur stratégique majeure en pensant que la matière grise, ça rapportait plus que produire des technologies à haute valeur ajoutée. On pensait que la matière grise, ça valait plus. Ce n'est pas la voie qu'ont choisi les Suisses, ni les Allemands, ni les Italiens de la Lombardie, qui, je rappelle, la Lombardie est la deuxième région la plus industrialisée d'Europe et pratiquement du monde, si je veux dire. Bon, excepté bien sûr Shanghai et Tokyo, Osaka. Mais en Occident, les Italiens n'ont pas non plus fait ce choix de dire la matière grise, nous on est plus malin que les autres, donc on va se vendre cher et tout le monde va nous imiter. Donc ça a été un pari perdant. Serge Tchourouk des années 90, nous vendant une économie où on aura anéanti les usines et il n'y aura plus que des bureaux d'études avec des gens roulant en Mercedes ou en Ferrari, parce que c'est tous des génies qui vont être payés comme un trader londonien. Donc, Serge Tchourouk, c'est, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui sont les jeunes, c'est le seul homme qui a gagné de l'argent avec Alcatel, parce que c'était le président d'Alcatel qui prenait à chaque fois des primes monstrueuses tous les ans. Mais tous les autres ont perdu leur chemise tous les autres ont perdu leur chemise avec cette entreprise. Et Serge Tchourouk venait évidemment du cabinet du ministre. Et puis, donc, il a été nommé à la tête d'Alcatel. Et il avait donc l'idée de faire l'industrie sans usine. Les usines partaient tout ailleurs et on gardait l'industrie en France. Ce qui aurait pu être un bon pari. Franchement, plusieurs personnes n'y croyaient pas à l'époque, mais on se posait la question. Bon, on a vu depuis que c'était une bêtise. Surtout, on a vu Alcatel tous les ans qui s'effondrait. Les pauvres petits actionnaires d'Alcatel voyaient tous les ans Alcatel qui baissait. Et Serge Tchourouk qui touchait tous les ans ses primes jusqu'à ce que ça s'arrête, quoi. Voilà. Et à un moment, Alcatel était au coude à coude avec Nokia et Motorola pour la production de téléphones mobiles, qui était peut-être le produit sur lequel on aurait dû faire un carton, la France, puisqu'on s'est foiré, on s'est croûté avec le Minitel, qui était en fait l'ancêtre d'Internet. Donc on n'a pas su exploiter ça. Ensuite, coup de bol, on a Roland Moreno qui crée les cartes à puce. Boum, il y en a dans les téléphones mobiles
On a un savoir-faire, c'est Alcatel. On met des puces dans un mobile français, mais on devait faire un carton, quoi. Enfin, l'inventeur de la carte à puce, il est chez nous. On a Alcatel, au bout de quelques années, boum, c'est Nokia qui passe devant. Ensuite, c'est Sony, ensuite, c'est Apple, voilà. Et Alcatel n'existe plus. Je ne sais pas comment on fait aussi en France. Hein. On nomme à la tête d'entreprises comme France Télécom, EDF ou Atos des personnages qui finissent ensuite à la tête de commissions européennes et qui ont planté toutes les boîtes dans lesquelles ils sont passés. Ils sont passés, mais pas passés comme ça pour dire bonjour. Non, ils avaient le badge. C'est The Boss. Voilà. Oui, c'est donc, The Boss. Donc, la réindustrialisation à la française, il va falloir effectivement qu'on retrouve des compétences, de vraies compétences, et qu'on ne mette pas à la tête des groupes des personnages qui sont des beaux parleurs ou qui développent des concepts fumeux. Mais avons-nous encore ces compétences ? Quand on voit le fiasco de la centrale nucléaire de Penly, on voit qu'on n'a toujours pas réussi à mettre en route notre EPR, alors que le brevet qui a été repris par les Chinois, ils ont construit, je crois, maintenant on en est à 5 ou 6 réacteurs, tous opérationnels, en ayant tenu les délais, sans fissures dans les cuves, et avec les blindages en dessous des réacteurs qui sont conformes, etc. Les Chinois y sont arrivés, et nous n'y arrivons pas parce que nous n'avons plus les soudeurs, nous n'avons plus les ingénieurs, nous n'avons plus les maîtres d'œuvre. Donc là, tout ça, voilà, il faut être conscient qu'on a un déficit, clairement. Je vais vous parler donc des ingénieurs, et c'est extrêmement important. Et il faut aussi des planificateurs, et ça aussi... on est tellement maintenant dans le logiciel des patrons du CAC 40 ou du SBF 120, on est tellement dans qu'est-ce que je vais publier comme résultat au prochain trimestriel, on est dans le délai de 3 mois, alors qu'on devrait être dans un délai minimum de 100 mois. Vous voyez un petit peu le gap, il est absolument gigantesque. Donc on a aussi un fonctionnement qui n'est plus celui du temps long, c'est celui du temps très court de « je dois sortir des trimestriels qui vont faire plaisir à BlackRock, à Vanguard, etc., à tous ceux qui sont actionnaires de ma boîte ». Voilà, donc ça c'est aussi une chose importante. Il y a le financement, il y a les chefs de projet, il y a les ingénieurs, et je dirais qu'ensuite, il faut peut-être faire confiance à l'homme, c'est-à-dire que l'État stratège, aujourd'hui, on ne l'a plus. Donc, il faut peut-être soit changer le personnel politique, et donc ramener à la tête du ministère de l'Industrie de Bercy des gens qui ont peut-être une compétence de planification, mais tant qu'on va rester avec des gens qui sont nommés au gouvernement uniquement parce que ce sont des fidèles lieutenants du génie de l'Élysée ou du génie de Bercy, j'ai peur qu'on n'arrive pas à produire grand-chose de bon. Et puis... Il y a quelque chose sur l'État stratège, parce qu'on parlait de la Suisse. Personne ne connaît le nom d'un homme ou d'une femme politique suisse. Parce qu'en fait... Bercy, peut-être. Parce qu'ils font rien, quoi. Ils font rien. Ils sont très bons puisque leur pays est au top. Je veux dire, on aurait la même richesse par habitant que la Suisse, on serait content. On l'a eu dans les années 60, on l'avait. Donc, on l'a perdu. Maintenant, ils ont 2 fois plus de richesse par habitant que nous. Donc, on serait ravis. Mais moi, le côté, justement, État stratège me fait de plus en plus peur. Parce que je me dis, finalement, la Suisse, ils n'ont pas un État stratège. Il n'y a pas un homme politique suisse que tout le monde connaît. Ils ont juste un système économique qui fonctionne. Et derrière, l'État prend quelques décisions. Et je me dis, mais nous, en fait, on n'aurait pas d'État stratège, il irait mieux. Je prends l'exemple du nucléaire. Prenons le nucléaire. On a saboté le nucléaire français depuis François Hollande. Les écologistes ont saboté. Et les écologistes français et les écologistes allemands. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même à chaque fois un chef de l'État. Donc François Hollande, mais même avant, j'ai oublié son nom, le socialiste qui était là avant,
sous Chirac était président et Jospin a fait le premier accord avec justement les écologistes pour détruire le Superphénix, qui était le réacteur de 4e génération, qui donc n'est pas en France, mais on en voit maintenant aux États-Unis notamment. Ils sont en train de travailler dessus. Les Chinois en ont sorti. Bon, et donc on voit que l'État stratège, Jospin, Premier ministre, François Hollande, président, Emmanuel Macron jusqu'à il y a un an, jusqu'à ce qu'il voit la Vierge il y a un an, tous ont méthodiquement détruit le nucléaire français avec une volonté, en fait, arrêter le nucléaire pour mettre de l'éolien, pour mettre des machins comme ça dont on sait déjà que c'est voué à l'échec. Et en fait, ils n'auraient rien fait, ces gens-là. Ils ne se seraient pas occupés d'EDF, ils ne se seraient pas occupés du nucléaire. On irait mieux. C'est-à-dire qu'on a l'État des stratèges. Et c'est un véritable problème. Et rien ne nous dit qu'avec les prochains présidents, on aura plus de Georges Pompidou et moins de François Hollande. C'est-à-dire que c'est un peu le jeu de dés, quoi. On ne sait pas sur quel gars on va tomber. On tombe soit sur quelqu'un que moi je trouvais bien, Pompidou, enfin, je ne l'ai jamais connu, mais dans l'histoire nationale, ou sur un gars qui fait exploser le nucléaire français pour avoir quelques voix au second tour des écologistes, quoi. Bah exactement. Donc c'est pour ça que l'État stratège, moi, ça me fait peur. Voilà. Donc, on a eu un État stratège, on a un État qui ne sait plus être stratège, on est uniquement dans la stratégie électorale. Ce que tu décris, effectivement, est une misérable tambouille électorale. Je passe un accord du temps de Jospin, effectivement, et bon, là, les Grünen en Allemagne avaient une influence quand même importante au-delà de leurs frontières. Ensuite, on a Hollande qui passe effectivement un pacte, je ne sais plus si c'était Dominique Voynet qui s'était vanté d'avoir torpillé le nucléaire français et contre le soutien écologiste qui a permis de faire élire François Hollande, qui n'était pas donné favori au départ, il faut s'en souvenir. Donc là, la tambouille électorale s'invite effectivement dans notre destin industriel. Et puis, au-delà de la tambouille électorale, quand on voit les éoliennes, quand on voit les panneaux photovoltaïques, mais surtout le lobby des éoliennes, on voit effectivement que là, l'État stratège se laisse complètement phagocyter par des lobbies très puissants. Lobbies qui s'appuient évidemment sur la propagande des écologistes, la propagande anti-nucléaire, là aussi, elle vient d'Allemagne. Et au-delà de l'argument, attention, le nucléaire, c'est dangereux, ça va coûter une fortune à recycler, etc. Au-delà de ça, on a en Allemagne aussi des politiques qui mènent leur propre jeu en se moquant totalement de la France et de ses intérêts. Donc arrive la construction des Nord Stream 1 et 2, et les Allemands se vantent, et je l'ai lu, donc je peux vous en parler, se disent, les pauvres Français avec leur leur mégawatts à 45 euros, nous, avec le gaz russe, on va la sortir à 15, et ce sont donc les Allemands qui obtiennent de faire modifier le mode d'évaluation du coût du mégawatt en Europe. Le nucléaire était la référence, c'est devenu le gaz. Donc c'est devenu évidemment un piège le jour où on n'a plus eu de gaz quasiment gratuit de la part de la Russie. Et le gaz a été accepté, entre guillemets, par les écologistes, alors que pourtant, Dieu sait que ça dégage du CO2, voire même il y a du gaz soufré, donc c'est pas bon non plus pour l'atmosphère, parce que c'était l'énergie qui permettait de lisser l'intermittence des éoliennes et des panneaux photovoltaïques. Et à chaque fois que des lobbies venaient vous vanter le mix gaz et éolienne, ils surestimaient pratiquement à chaque fois du double la production réelle observée, constatée sur des éoliennes.
Donc là, il y a eu une escroquerie terrible, c'est-à-dire qu'on n'a même pas remis en cause les rendements qu'on nous vantait de l'éolien. Parce que si on nous avait dit au départ, c'est la moitié de ce qu'on prétend, Ouais. mais personne, tout le monde se serait dit, mais vous êtes fous. Le coût du revient du mégawatt, ça va être quelque chose qui va être de l'ordre de 4 ou 5 fois le coût du nucléaire. Mais non, on nous a vendu des rendements qui n'existaient pas. Pareil pour le photovoltaïque. Si vous en mettez dans le sud de la France et vous couvrez l'Espagne de panneaux photovoltaïques, vous avez du rendement. Vous n'en avez évidemment pas dans la région de Hambourg ou au Danemark, qui est couvert par le brouillard pratiquement 4 mois d'hiver. Voilà. Ouais. Et tout ça a été pourtant accepté. Pourquoi ? Parce que je vous parle d'une chose qui s'appelle la corruption. Comment on peut mentir ouvertement et tout le monde ferme les yeux ? C'est que tout le monde touche son chèque. Disons les choses. Enfin, moi, je l'ai dit. Parce que n'importe quel scientifique ou l'observation, les éoliennes, ce n'est pas d'hier qu'on en a installé en Europe. Ça remonte peut-être maintenant à presque 30 ans. Donc, on sait depuis 30 ans que ça ne produit pas du tout les mégawatts. Ouais. Voilà, et le photovoltaïque non plus. Donc, dans tout ça, il y a énormément de corruption. On a menti. Et bien sûr, sur le nucléaire, on n'a pas tellement menti. On l'a diabolisé. Donc tout ça, c'est encore du travail de lobbying. Je diabolise le nucléaire et j'idéalise et je vous vends des prodiges de rendement énergétique avec le renouvelable. Bon, quand au pied de chaque éolienne, il y a 1000 tonnes de béton. 1000 tonnes de béton. Les mâts font 80 mètres. Il faut ça. Donc, quand vous savez qu'il faut au moins 300 éoliennes pour remplacer un seul réacteur, un seul des 2 réacteurs de Fessenheim, donc ça veut dire 300 000 tonnes de béton. C'est vachement écologique, non ? Qui soulève ce point en disant « Ah non, mais une centrale nucléaire, vous ne vous rendez pas compte, c'est un énorme tas de béton, le béton, c'est pas écolo. » Non mais attendez, avec les éoliennes, on en a mis combien dans le sol ? Des mégatonnes de béton. Enfin, tout est fou, tout est dingue. Mais tout est dingue, pourquoi ? Parce que c'est d'abord la corruption. Si vous avez des gens pas corrompus, on arrête de mentir. Ou le mensonge cesse d'être le point de départ d'une décision. Oui, c'est vrai que là, on a un gros problème de ce côté-là. Mais, de corruption, je ne sais pas, mais on voit encore aujourd'hui le discours, c'est mieux en Allemagne qu'en France. Moi, je vois ça beaucoup chez les Verts. On a les chiffres, parce que maintenant, vous avez des applis qui vous permettent d'avoir les chiffres en temps réel de la production de CO2 en France et de la production de CO2 en Allemagne. Donc, on a les chiffres en temps réel. Et très régulièrement, quand on regarde ces chiffres, vous pouvez aller les regarder même maintenant. Je suis sûr que ceux qui nous regardent là en vidéo peuvent y aller maintenant. Ils verront clairement que la France produit 2, 3, 4 fois moins de CO2 que l'Allemagne, uniquement parce que... Et donc, il y a en dessous des belles courbes qui sont indiquées, il y a d'où provient l'énergie dans chaque pays. Vous verrez, Allemagne, en premier, vous aurez quelque chose comme le charbon, très probablement, et l'éolien tout en bas, et vous aurez en France, en premier, le nucléaire, parce que si vous faites de l'éolien, vous avez du charbon, et si vous faites du nucléaire, vous avez du nucléaire. Voilà, c'est simple. Et donc, et malgré ces chiffres qui sont évidents que chacun peut aller vérifier, vous avez encore des gens à l'Assemblée nationale, notamment du côté vert, du côté insoumis, qui vous disent il faut prendre exemple sur l'Allemagne et aller vers ça. Alors que les chiffres sont très clairs, quoi. Il n'y a pas le moindre doute là-dessus. Donc ça, c'est vrai que c'est assez épatant. Mais du coup, alors, pour en revenir à la réindustrialisation, alors mettre d'autres personnes à la tête du pays, ok, mais ça ne sera pas demain. Au mieux, ça sera dans 4 ans. Et pour l'instant, il n'y a aucun ingénieur dans ceux qui se présentent. Et pour le financement, on n'est pas allé au bout de mon idée tout à l'heure. D'après vous, est-ce qu'il faut aller vers un Brexit et donc
ne plus dépendre de la BCE et dépendre de la Banque de France pour avoir ce type de financement? Ou est-ce que c'est autre chose que vous vouliez dire? Parce que je pense que les gens n'ont pas compris exactement ce que vous vouliez dire. Est-ce que je vois déjà les commentaires, moi j'en vois plein souvent sous mes vidéos, Brexit, etc. Un seul mot dans le commentaire, Brexit. J'aimerais savoir exactement si ça correspond à ce que vous vouliez dire ou pas. Alors, en ce qui concerne la France, ça sera le Frexit, mot que je n'ai pas prononcé, mot que je n'ai pas prononcé au cours de la première demi-heure, parce qu'on comprend bien que c'est extrêmement compliqué aujourd'hui de faire un Frexit, ce qui signifie en fait la fin de l'euro, etc. Oui. Voilà, là, on est devant quelque chose qui est tellement énorme qu'il faudrait déjà qu'il y ait un basculement dans les esprits qui n'existe pas. Alors après, quand on va aller demander 200 milliards, parce que c'est exactement ce que les Allemands ont consacré à l'éolien, ils arrivent à un résultat, puisqu'ils ont 35% de leur énergie produite avec de l'éolien. Sauf que ce n'est pas une énergie pilotable. Combien les Allemands auraient-ils aujourd'hui de puissance installée si ces 200 milliards avaient été consacrés à des centrales de dernière génération ultra sécurisées? Les Allemands auraient plus de 50 réacteurs nucléaires avec une puissance installée qui serait 3 fois supérieure à celle que délivrent les éoliennes. Autrement dit, les Allemands ont investi 200 milliards dans quelque chose qui a un rendement faible et qui, pour arriver à installer une éolienne, a une trace carbone gigantesque. On parle évidemment de la trace carbone ou de l'impact carbone de la production au charbon. Alors en Allemagne, ça fait déjà froid dans le dos. C'est rien à côté de la Pologne. Les Tchèques, eux, au contraire, eux peuvent s'appuyer encore sur des réacteurs nucléaires. Donc Pologne et Allemagne, c'est terrible. Mais je ne pense pas que le CO2 soit vraiment le problème, parce que je pense que les scientifiques un peu sérieux, il n'y en a aucun qui peut démontrer que le CO2 anthropique soit un gaz à effet de serre, ce qui n'est pas le cas factuellement. Voilà. Par contre, le charbon, ça nous inonde de particules. Et quand ces particules arrivent sur Paris, vous avez Anne Hidalgo qui dit allez hop, tous les véhicules 2, 3, 4, ça ne circule plus. C'est très bien. Voilà, donc encore une lubie écologique qui se transforme en une réduction des libertés et surtout en une ostracisation des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir un véhicule hybride. Alors vous pouvez avoir une Porsche, si elle est hybride, elle va avoir le critère 1 ou 2. Et si vous avez une petite Clio 1,2 litre qui émet 3 fois moins de particules qu'une Porsche, elle va avoir un critère 3 et un critère 4. Je dis ça, c'est pour vous montrer l'absurdité totale de ce dans quoi on vit. Donc, le problème du charbon, ce sont d'abord les particules, bien plus que le CO2. Et donc là, une fois encore, le nucléaire qui ne produit ni CO2 et surtout ni particules, pourquoi les Allemands ont-ils renoncé? Il a fallu effectivement que les écologistes se montrent extrêmement convaincants et que derrière, on ait tout un système de corruption qui fait que les visions stratégiques ont complètement basculé dans quelque chose vraiment d'absurde. Voilà. Donc nous, en France, comment on peut financer quelque chose à peu près à l'échelle que je cite par rapport à l'Allemagne? C'est pour ça que je vous ai parlé de 200 milliards et qu'on ne les aura jamais, parce que ça nous sera refusé. Parce que voilà, nos finances sont à la dérive. Donc, il y a un moment, il faut se dire, est-ce qu'on peut réaffecter le livret A ou une forme d'épargne quelconque à la réindustrialisation plutôt qu'on l'évoque là, financer des armes pour l'Ukraine? Parce que ça, vous l'avez entendu, ça. Il y en a qui proposent effectivement que le livret A puisse servir à financer des armes pour l'Ukraine. Bon. On pourrait imaginer que ça finance surtout une partie de notre réindustrialisation, à condition qu'on ait un projet qui ne nous enfonce pas encore plus dans les déficits. Parce que si c'est effectivement exporter nos usines pour vendre de la matière grise, on va encore se croûter. Il faut qu'on ait quelque chose qui tienne la route.
si on veut demander de l'argent non plus à l'Europe, parce qu'ils nous le refuseront, et qu'on veut le demander aux Français, il faut qu'on soit vraiment capable de leur démontrer que ce projet est viable et rentable sur le moyen ou le long terme. Sinon, on va bouffer l'épargne des Français. Pour l'instant, on ne fait que mettre à risque l'argent qu'on veut bien nous prêter de l'étranger. D'accord ? Nos déficits sont financés avec de l'épargne étrangère. Je ne parle pas des États-Unis parce que c'est la France x2, mais pour l'instant, ceux qui prennent des risques en avançant de l'argent à la France, c'est quand même 50% d'étrangers. Si on décide, nous, de s'autofinancer, ça veut dire qu'on va aller demander de l'argent aux Français. Donc là, il ne faut pas qu'on, voilà, comme je dis, qu'on se croûte lamentablement comme on l'a fait avec les usines contre le flex office. Ouais. Donc ça, bon, bah, on verra bien comment ça tourne, mais il nous reste peu de temps. Mais il y a un autre sujet dont on avait prévu de parler, c'était l'immobilier, parce que c'est là aussi c'est un des deux grands sujets actuellement. Alors, il y a la baisse de l'immobilier, etc., mais il y a un point sur lequel on devait revenir, c'était tout particulièrement des nouvelles lois qui sont en train d'être présentées et qui retirent le droit de propriété aux gens, en fait, qui progressivement, toujours au nom de l'écologie, au nom du bien, etc., sont en train de retirer le droit de propriété aux gens. On a même évoqué des choses avec l'eau de pluie. Donc est-ce qu'on peut revenir ça, c'est-à-dire la volonté qu'il y a en 10 minutes pour que la vidéo fasse 1 heure et qu'on n'aille pas sur 1h30 de vidéo, mais sur la volonté qu'il y a vraiment d'embêter les Français actuellement sur tout ce qui est immobilier. Alors, on ne saute pas du coq à l'âne, justement, en parlant d'immobilier, immédiatement après avoir parlé de réindustrialisation et de transition vers le décarboné. Parce que le nouveau projet de loi proposé par Guillaume Vuilletet, député du Val d'Oise, ça ne s'appelle plus une majorité aujourd'hui, Renaissance, enfin, c'est quand même le plus grand groupe de l'Assemblée. Donc, ce député propose, à l'image du contrôle technique pour les voitures, que l'on instaure un contrôle technique des logements, toujours dans cette logique d'améliorer la performance énergétique, donc de consommer moins d'énergie, et de transformer les passoires thermiques en logements. Alors on établira des critères pour dire à quel moment un logement est considéré comme pouvant continuer de circuler sur le marché de la location, ou s'il doit être envoyé à la casse, ou éventuellement être envoyé en réparation ou en réhabilitation, comme par exemple le fait Aramis Auto avec nos véhicules d'occasion. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, diagnostic DPE obligatoire pour tout le monde. Voilà. Aujourd'hui, nous font établir ce diagnostic que ceux qui pensent à céder ou que ceux qui veulent acheter un bien et qui veulent savoir exactement ce qu'ils achètent. Donc là, on généraliserait le DPE. Donc, tout loueur va devoir faire ce diagnostic. On sait d'ores et déjà que selon les agents auxquels vous faites appel, vous pouvez vous retrouver avec du G ou du E-. Si vous êtes à E-, vous êtes sauvé. Si vous êtes en G+, vous êtes mort. Voilà, votre bien n'est plus loin. Donc, pour en revenir au DPE, eh bien, en imaginant qu'on ait une grille et des gens compétents pour faire des diagnostics qui soient équitables et pertinents, en imaginant que tout le monde y passe, eh bien, on va se retrouver avec un parc de 4-5 millions de logements qui seront catégorie G. Alors, qu'est-ce qui sera en catégorie G? Je vous le dis tout de suite, tout le parc HLM de Paris, tout le parc HLM de Lyon, de Lille, de toutes les grandes métropoles, parce que ça a été construit dans les années 50, et si vous les isolez par l'intérieur, vous perdez 7 à 8% de mètres carrés habitables. Si vous isolez par l'extérieur, vous vous heurtez aux monuments qui vont dire « Ah non, non, vous ne pouvez pas toucher la façade ». Voilà. Et installer une pompe à chaleur dans un immeuble années 50 ou en briques, c'est impossible pour faire un chauffage collectif, c'est pas possible.
Donc, vous allez avoir des tas de biens qui vont être retirés du marché par le jeu du DPE, donc vous serez classé insalubre. Et si jamais le propriétaire refuse de faire les travaux pour réhabiliter le logement ou le faire passer de G à E, dans l'idéal peut-être C, mais à ce moment-là, ça veut dire que c'est quasiment... Vous réinvestissez pratiquement votre prix d'achat pour monter de 2 ou 3 catégories. Eh bien, le réfractaire, celui qui dira « Ah, mais moi, je n'ai pas les moyens », déjà que le loyer que j'encaisse est tout petit, en plus de ça, il y a de plus en plus de trucs qui me tombent sur la tête, donc mon rendement locatif, il n'est même pas de 3%, bref, ça ne va pas bien, et vous me demandez de mettre 50, 60 000 pour réhabiliter un logement, mais je vais les sortir d'où? Ah bah, vous êtes de mauvaise volonté, donc ce logement, on vous le confisque. Voilà le projet. Oui, alors on vous le confisque, mais pour le plus grand bien de la collectivité, comme d'habitude, c'est comme pour mais c'est toujours pour le bien de l'humanité. Toujours. Les pires choses ont toujours été faites pour le bien de l'humanité. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Donc, on est en plein dedans. Donc, on passe donc au punitif. Si vous êtes récalcitrant, vous êtes puni. Alors là, on ne va pas vous empêcher d'aller au cinéma ou d'aller au restaurant, boire votre café debout. C'est juste, vous n'allez plus pouvoir le louer. Non seulement vous n'allez pas pouvoir le louer, mais nous, on prend votre bien, quelque part, vous devenez en quelque sorte nu propriétaire, et nous, on va faire les travaux dedans. Parce que nous, on a les moyens de les faire. Mais nous, État, je précise. l'État, mais oui. Bien sûr, on ne va pas faire ça gratuit, c'est pas pour vous permettre ensuite de le louer 20 ou 30% plus cher. Pendant que nous, on fait les travaux, vous allez devoir payer pour ces travaux. On va vous faire un prix. Vous paierez 300-400 euros par mois, peut-être la moitié du loyer que vous perceviez avant. Et on va faire les travaux, et c'est vous qui allez les financer. Alors là, on touche au sublime, parce que je me mets dans la peau d'un artisan ou d'un Français quelconque qui se dit, bon, c'est sûr que les retraites, on voit bien qu'à la sortie, on touche 50% de nos revenus, donc il faut que je complète. Ça fait déjà très longtemps que l'amour des Français pour l'immobilier s'explique en grande partie par le fait que la location permet d'obtenir des compléments de revenus. Donc, vous achetez des petits immeubles de rapport. Je ne parle pas de montant de 5 millions comme un family office qui achète un immeuble dans les beaux quartiers. Là, je vous parle de quelqu'un qui achète un petit immeuble, 3-4 appartements, voilà, qui s'endette, dont les loyers couvrent, heureusement, ce qu'il doit à sa banque. Eh bien là, on va vous tomber dessus, votre DPE n'est pas bon, vous êtes classé G, donc bang, non seulement vous ne touchez plus le loyer, mais vous nous devez le montant que l'on va consacrer à la réhabilitation de votre logement. Donc vous devenez notre locataire. Donc vous étiez propriétaire, bonne nouvelle, vous êtes devenu locataire de l'État. Merci. Oui, et en plus de ça, vous devez l'argent à votre banquier. Parce que lui, il vous a avancé 500 000 euros, donc lui, il veut ses 4 000 euros à la fin du mois. Donc, c'est extraordinaire. Vous allez non seulement devoir de l'argent à votre banquier, mais vous allez aussi en devoir à l'État. Voilà. Donc, c'est une attaque, effectivement, contre la propriété, mais que l'on fait toujours au nom de « ça s'inscrit dans la transition énergétique, l'économie décarbonée ». Et un logement qui consomme beaucoup de chauffage l'hiver, c'est un logement qui va produire beaucoup de carbone. Alors, ce que l'on oublie de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas le chauffage qui consomme le plus d'énergie, ça devient la climatisation. Et nous, petits Français, avec notre 1% de la population mondiale, 70 millions d'habitants pour 7,5 milliards, sachez, petits Français, petits 1%, que pour améliorer le climat de la planète, on compte bien sur vous. Parce que chaque année, dans des pays comme la Chine, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique du Sud, où là, on n'a pas trop de problèmes pour se chauffer l'hiver, on est dans des zones plus que tempérées, on est dans des zones chaudes, voire très chaudes, eh bien, on a découvert la climatisation, c'est beaucoup plus confortable, et donc, vous avez chaque année à peu près l'équivalent de la population française qui se dote de climatisation et qui consomme du CO2 à tire-larigot. Donc, petits Français,
pour économiser éventuellement 10% de consommation de CO2, on va vous imposer de dépenser des milliards et on va même vous déposséder de votre propriété pendant que chaque année, l'équivalent de la population française va se doter de climatisation et eux, vous n'allez pas leur dire arrêtez la clim, je ne sais pas quoi, et si vous l'arrêtez, si vous ne l'arrêtez pas, on va vous confisquer votre logement. Voilà, donc on va gagner 10% de consommation en France quand chaque année, il y a un surplus de consommation à une échelle fois 10 pour la climatisation. Voilà, je vous resitue ça dans le contexte global pour vous démontrer à quel point le harcèlement et le déferlement de normes, le déferlement de contraintes n'a aucun sens. Parce qu'à l'échelle de la planète, tous ces supplices qu'on va infliger aux propriétaires n'ont aucun impact sur le climat mondial. Voilà. Donc, vous voyez, encore une fois, on est complètement dans l'idéologie, quoi. Et on est dans l'idéologie, pas dans les chiffres, pas dans la réalité. Exactement. C'est incroyable. On est dans l'idéologie. Et toute la transition du nucléaire vers le gaz en Allemagne est vraiment là la démonstration de la puissance d'une idéologie, mais qui ne prendrait pas si derrière il n'y avait pas la corruption pour que des gens acceptent effectivement de se cacher derrière l'idéologie en disant oui, faisons ça, fermons des réacteurs nucléaires, etc. Eh ben, en tout cas, Philippe Béchade, merci pour cet entretien. Donc, je rappelle que vous êtes président du think tank Les Éconoclastes et que vous êtes rédacteur en chef de la lettre des affranchis aux publications Agora. Merci beaucoup d'être venu, Philippe Béchade. Au revoir. Et à vous tous, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.